Parce que cette phrase-là nous traduit quoi? Ça n'a rien à voir. La civilisation, voilà pourquoi je suis en train de l'aider. La civilisation, c'est nous qui l'avons apportée dans ce pays. Absolument. La civilisation, selon l'homme belge, c'était le caoutchouc rouge. Oui. C'était les bras de nos ancêtres qu'on a coupés. C'était le fait que même quand tu es très fatigué et malade, tu te dis, je dois me faire soigner, je ne vais pas au champ. On vient te fouetter. C'est ridicule. Le gouverneur Kimbouta doit nous aider dès demain à effacer cette très rapidement, pour revenir à la question initiale, parce que nos éminents confrères qui sont venus de plusieurs États africains, dans le cadre de ce symposium, sont à Kinshasa, peut-être qu'ils nous suivent. Absolument. Je voudrais faire une proposition, je voudrais formuler un vœu pour l'avenir et surtout en rapport avec la problématique de la renaissance africaine. Je voudrais que les médias africains puissent s'assumer. Lorsque les médias africains constatent que la classe politique africaine, les dirigeants africains qui refusent nos micros africains, et lorsque RFI arrive, ils se précipitent, oui. Lorsque on se rend compte que dans leurs propos, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la classe politique au pouvoir, ils vont à l'encontre des intérêts supérieurs des peuples africains. Il faut décréter l'embargo sur ces acteurs politiques-là au niveau de l'Afrique. Aucun média africain ne peut parler d'eux, oui. Aucune télévision, aucune radio ne peut parler d'eux. Il faudrait que ces gens-là soient sanctionnés. Quel que soit leur niveau de responsabilité au sein des États africains, il faut que la presse soit sévère. C'est à ce prix seulement que la presse aura contribué à l'invention et à l'invention de la Renaissance africaine. Changeons de sujet. Non, juste une parenthèse. Bienvenue, c'est grâce à Bienvenue d'ailleurs, je ne fais pas son apologie, la primature organise quelque chose où les journalistes invités sont des étrangers. Aucun Congolais. C'est Bienvenue qui va réagir, on va réagir. Ça veut dire quoi? Donc, je soutiens la thèse, n'est-ce pas, de Ludor. Nos dirigeants, d'abord, ils n'ont pas de la considération. Allez dans les cabinets ministériels. Si un journaliste est congolais, il va là-bas. Mais lorsqu'un étranger arrive, on l'accueille rapidement. On a du mal d'accéder à l'information dans notre propre pays. Nos ADG ici, nos ministres ici, ont du mal à nous recevoir. Est-ce que je peux me réveiller un bon matin, aller auprès des Matata, lui poser 2-3 questions, des questions relatives, n'est-ce pas, à l'économie du pays, si les cadres macroéconomiques, je pense que je n'aurai pas l'accès. Le message est passé. Le message est passé. Dorénavant, grâce à ce symposium, par rapport aux propos que Ludor vient de tenir, des propos aussi savants, pour la première fois, j'accepte mon ami. Non, il ne faut pas dire nos dirigeants, dès lors que nous venons de sortir de ce symposium, ils doivent développer un respect à l'endroit des journalistes. Nationaux. Nous parlons avec notre président. Il va nous accompagner dans cette initiative. Et on doit revoir dans ce sens que les génies créateurs, l'imagination que nous allons développer, qui puissent en tout cas nous supporter en tant que tels. Parce que bien a dit, une puissance ne pleurniche pas. Réellement, nous voulons maintenant réaliser notre puissance. En tout cas, ceux qui dirigent. J'aimerais d'ailleurs, nous allons aux élections, que certains se disent que non, je ne serai pas candidat, parce que les journalistes ont pris conscience de leur. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Voyons maintenant ce deuxième sujet. Nous avons 8 minutes. Nous avons 8 minutes pour traiter ces sujets, mais qui ne doit pas être un sujet d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on appelle une flagrance. On nous a signalé mardi et mercredi dernier l'incursion de quelques éléments rwandais vers Tchanzu, exactement, à la frontière là-bas à Goma. Et le gouverneur, Paluku, a dit que ça doit être une diversion, parce que d'après les informations glanées, il se tient des réunions en Ouganda, des réunions au Rwanda pour réformer une espèce de rébellion qui prendrait une connotation chrétienne, parce qu'ils n'ont pas envie que les richesses de la RDC à l'Est, surtout, soient protégées maintenant par l'armée et qui ont tout leur trafic, etc. Alors, question beaucoup plus directe. Pourquoi les Rwandais voilà, bienvenue. Pourquoi les Rwandais, malgré toute la pression des Congolais, les résolutions, les accords, notamment celui dont on parle beaucoup, l'accord cadre d'Addis Abeba, qui interdit justement aux pays signataires de déstabiliser les autres. Pourquoi il y a toujours ces tentatives? Est-ce que c'est une façon de vivre grâce au Congo, où un Congo en paix,
c'est le Rwanda qui ne peut pas avoir une économie qui tienne. C'est quoi, Bienvenue Bakonde? Économiquement parlant et politiquement aussi. Jean-Marie, ce qui se passe, c'est une obsession. Obsession. Oui, le Rwanda et l'Ouganda vivent dans une obsession difficile à extirper de leur tête. Pour eux, la partie orientale de la République démocratique du Congo est une partie intégrante de leur pays. Le Rwanda. Nonobstant, comment dire, la réorganisation de l'armée, toutes les missions qui ont été faites là-bas. Jean-Marie, ils ne vont pas s'arrêter. Les morts qu'ils ont connus, parce qu'ils ont connu beaucoup de morts quand même. C'est pourquoi ici, rappelez-vous, je vous disais, il ne faut pas se contenter des demi-victoires. Parce qu'à une certaine époque, lors de la signature de l'accord cadre, il a été dit que c'était une demi-victoire. Non, il ne faut pas se contenter des demi-victoires. Dans la mesure où le Rwanda et l'Ouganda, ils ne vont pas se départir de leur détermination à annexer ces parties de la République si nous-mêmes, nous n'opposons pas une vraie résistance. Heureusement qu'aujourd'hui, les promenades de santé ont beaucoup baissé dans cette partie de la République, avec la réorganisation des FRDC, avec aussi les avancées diplomatiques. Mais ça ne suffit pas. Nous devons rester constamment vigilants. Et c'est l'occasion aussi, comme les rencontres avec les frères africains. Malheureusement, il n'y avait pas de journalistes rwandais. Il y avait une Burundaise. Avec des journalistes africains. Il faut que le message puisse passer que la balkanisation de la RDC ne passera pas. La balkanisation du Mali, on a même entendu un témoignage entre le nord et le sud. Ce qu'on appelle la Zawad là-bas. Ça ne passera pas parce que les Africains ont pris conscience. Désormais, le reformatage, on peut en rire, on peut se moquer des Africains à travers le journaliste et dire que ça va rester des slogans, mais j'ai la nette impression que à travers le continent, les esprits sont en train de se réveiller. À travers les continents, on remet de plus en plus en cause les thèses de l'Occident. Ce qui est une bonne chose dans la mesure où... C'est ce que disait les Raman Cohen, le Congo est trop grand, il faut séparer, il faut le laisser au Rwanda une bonne partie pour que son économie... Nous avons nous-mêmes nos thèses, nous avons nous-mêmes nos objectifs à atteindre pour qu'il y ait réunification de l'Afrique, des États-Unis d'Afrique. Nous allons vers là. Donc, la région des Grands Lacs. Il n'y a plus de raison de couper à gauche et d'annexer à droite parce que nous allons vers des grands ensembles. Les États-Unis sont forts aujourd'hui parce qu'ils sont ensemble. Ce sont des marginaux de l'Europe qui ont créé les États-Unis. L'Europe aujourd'hui est forte parce qu'elle est en bloc. Pourquoi est-ce que l'Afrique irait en morceaux, en pièces détachées? Désormais, les Africains ont compris que c'est ensemble qui peuvent gagner les batailles de la justice. Daniel Safo, je viendrai à vous. Mais Jean-Marie, il y a des aspects, contrairement à ce que Bienvenue vient de dire. Vous savez, il y a d'un côté, vous avez les gouvernements belges. Je prends un exemple terre à terre. Vous avez les gouvernements américains, les départements d'État américains. De l'autre côté, vous avez aussi la mafia, les multinationales. Oui, 1,5 milliard. J'aimerais expliquer quelque chose de très important. C'est comme ça que l'Europe et les États-Unis fonctionnent. Vous avez des dispositions, n'est-ce pas, structurées. Les États-nations. Les États-nations, Sahel. Mais d'un côté, il y a des hommes d'affaires qui cherchent les fafios, qui cherchent l'argent. Et parfois, on a la confusion, on dit l'Occident et consort. Non. Les problèmes du Rwanda, il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'un côté les multinationales. Les Rwandais en soi ne peuvent pas faire la guerre à la RDC, ni l'Ouganda, jamais. Les Rwandais n'ont pas les moyens de nous faire la guerre, jamais. Économiquement parlant. Jamais, c'est impossible. Jamais. La guerre, la synonymie de la guerre, c'est l'économie. Toute guerre est économique. Toute guerre, sans exception. Les Rwandais ne peuvent pas nous faire la guerre. Mais si les Rwandais jouent de temps en temps, il faut les juger. Des incursions. Il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent. Quel type de comportement qu'ils développent vis-à-vis du Rwanda? Quel est le comportement de Kabila, du gouvernement Matata, vis-à-vis du Rwanda? Ça, c'est le 1. Deuxième possibilité, les multinationales veulent faire des affaires. Le Congo, c'est cette belle femme-là que tout le monde veut bien draguer. Qu'est-ce que nous faisons par rapport, n'est-ce pas, ces multinationales? Mais est-ce qu'il faut liquider nos ressources? Troisième possibilité, ça, nous sommes au niveau des hypothèses. Oui, le peuple. Nous devons reconnaître que nous avons été infiltrés par les Rwandais à 70%. Ils sont avec nous ici. Qu'on se les dise, on a peur de les dire, peur d'être tués, peur d'être dérangés. Mais nous sommes journalistes. Nous sommes des martyrs du temps présent. Nous sommes infiltrés à 70% ici à Kinshasa. Il se passe des choses au Bas-Congo. Il y a un député qui a fait une motion de formation pour dire que ces gens-là parlent Swahili.
Et l'opinion est en train de développer un point de vue qui pourrait, n'est-ce pas, semer du désordre. On doit, mais heureusement, il y a un gouverneur vaillant qui petit à petit est en train de maîtriser, n'est-ce pas, les choses. Le ministre de l'Intérieur est parti là-bas aussi. Il est en train de maîtriser les choses. Absolument. Mais je reviens maintenant, monsieur Jean-Marie. Kabila a connu des problèmes. Prenons Kabila en 2006. Rwandais, Aza Congolais, il a connu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on constatait chaque fois, les Rwandais pourraient s'amuser de nous, mais il n'y avait pas une réaction rationnelle aussi musclée de ses côtés. Maintenant que Kabila commence petit à petit à gagner la guerre là-bas, il nous convainc. On commence à se dire, oh, il est aussi Kimbangu, il est aussi Kimpavita, il est aussi Congolais. Donc, les problèmes se situent par rapport à la première mission des pères de l'indépendance, je ne cesserai pas de le dire. À la sortie, n'est-ce pas, de l'indépendance, les pères se sont assignés une mission. Avoir une armée forte, avoir une police de proximité, avoir une administration. Voilà ces trois options. Est-ce que le gouvernement actuel, il a une police, il a une armée, il a une administration? Mais c'est une administration. Ce sont les je crois que les options, lorsque nous aurons répondu à toutes ces options, le Rwanda, les multinationales, l'Ouganda ne nous fera pas du mal. Encore un aspect important. Nos dirigeants doivent développer la dimension mentale dans les chefs, n'est-ce pas, de la population. La dynamique interne peut faire face à tout cela. Merci beaucoup. Alors qu'on conclut assez rapidement parce que une autre lecture de ce qui se passe à l'est de notre pays. Et j'ai fait cette lecture en termes d'interrogation majeure que je suscite pour pouvoir comprendre réellement que le plan de la balkanisation de notre pays existe toujours dans les têtes de ceux qui l'ont conçu depuis des lustres. On ne l'efface pas. Tout simplement parce que les gens, les auteurs, les balkanisateurs en chef, pour prendre l'expression de mon ami bienvenu, considèrent que le Congo est un pays tellement grand et trop riche qu'on ne peut pas le gérer de cette façon-là. Je voudrais aujourd'hui dire à mes compatriotes que s'il y a une dividende à tirer de la politique de notre gouvernement en termes du découpage territorial, c'est justement pour contourner cette question de la balkanisation, pour dire à ceux qui pensent que le Congo est tellement grand qu'on ne peut pas le gérer de cette façon, qu'en démembrant notre pays en 26 provinces, on organise l'administration à la base et personne ne pourra venir se jouer de nous. Depuis un certain temps, le pays est confronté à plusieurs fronts. Nous sommes partis d'abord de la problématique de la révision constitutionnelle, un problème purement congolais, mais auquel les étrangers se sont mêlés, la révision de la loi électorale, ils s'y sont mêlés, la fosse commune, les étrangers sont derrière l'opposition, en même temps derrière la majorité. Donc les Congolais sont détournés de l'essentiel, à savoir la reconstruction du pays. Et si nous ne prêtons pas attention, si nous n'ouvrons pas l'œil est le bon, nous allons nous laisser distraire, nous n'allons pas aller de l'avant. Moi, je pense que cette fois-ci, si le Rwanda et l'Ouganda continuent à s'amuser, il faudrait que ce que le président Kabila avait dit, que une nouvelle tentative de déstabiliser le Congo sera suicidaire, que cela puisse se matérialiser. Et maintenant, je me dis, au moment où les FRDC tendaient à démanteler complètement la FDLR, et que la MONUSCO s'est battue pour un dialogue stratégique, pourquoi on revoit encore les troupes étrangères sur le sol congolais? Ce n'est pas pour dire que non, les FARDC à elles seules ne peuvent pas assurer les sécurités. Ce sont des questions que je soulève, en termes d'hypothèses, ce ne sont pas des affirmations, mais ça peut susciter des questions. Et puis je me dis qu'il faudrait aussi qu'on cesse de faire pression sur un pays souverain. Je voudrais inviter mes compatriotes, aussi bien de l'opposition que de la majorité, à grandir. Parce que si ces pays s'embrasent, comme dans les années 90 avec des pillages à la suite de ce qui s'est passé à l'université de Lubumbashi, en tout cas, il n'y aura ni opposants, ni mouvancier qui va résister à ce qui va se passer. Nous devons protéger notre pays. Et les pouvoirs doivent écouter les gens. Les pouvoirs doivent écouter. Il doit écouter. Les pouvoirs n'écoutent pas. Il doit écouter l'opposition. Je m'adresse à tout le monde. Je conclue en disant que je comprends pourquoi lui, Dor Balek, est là. Il ne veut pas affirmer alors que ce sont des affirmations. Non, je suis un philosophe. Moi, je vous aide à affirmer. Oui, alors très vite. Quand lorsque vous dites non, on se demande pourquoi les FDLR, on les combat. La MONUSCO, ces questionnements-là, moi je me les approprie pour dire que ce sont des affirmations. Ceux qui font le mouvement qui est à l'Est aujourd'hui, ce sont les mêmes qui n'ont pas voulu faire comprendre à la communauté internationale que les FARDC seuls sont capables de ceci et de cela. Daniel Safwa dit quelque chose de très important. Je dis que le Rwanda, même armé à 1000%, face
aux 70 millions de Congolais non armés. Le Rwanda n'existera pas. Jamais. On marche à pied, sans armes, on les tue tous comme des mouches. Mais on ne peut pas le faire parce que nous sommes